Bonjour. Alors, je vais me livrer aujourd'hui à un exercice un peu particulier, en intervenant dans l'actualité idéologique, mais aussi intellectuelle, de notre époque, à propos de ce qu'on prétend être la mort du communisme, qui aurait définitivement disparu. Alors, je vais m'inspirer d'un texte que j'ai écrit, et qui a reçu l'appui de nombre de mes amis intellectuels, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vous en propose la lecture. Donc, le titre de mon intervention, c'est « Le communisme est-il mort ?» Et j'ajoute qu'il ne s'agit pas de prendre parti politiquement, mais d'éclairer un concept sur le plan théorique. Alors que la situation politique est en train de s'ouvrir en France, à gauche, grâce à la NUPES, avec ses différentes composantes de gauche, dont le Parti communiste, je parle du Parti communiste parce qu'il va être question du communisme, et vu l'échec du libéralisme à la Macron, eh bien, je voudrais dire ici mon agacement insupportable d'intellectuels, et pas seulement de citoyens engagés, devant ce que je lis ou entends régulièrement dans la grande majorité des moyens d'information, écrits ou audiovisuels, et parfois parmi les meilleurs, comme un journal comme Le Monde par exemple, à savoir que le communisme serait mort définitivement, qu'il aurait disparu avec la chute de l'Union soviétique. Or, je vais rappeler brièvement, parce qu'on l'oublie, ce qui m'est arrivé, alors déjà arrivé et indiqué dans des articles, qui est pour moi essentiel et important idéologiquement, mais je répète aussi intellectuellement, dans la lutte d'idées, laquelle n'a pas cessé, magiquement, et à laquelle les philosophes, je vous le dis clairement, doivent contribuer, chacun à son niveau, et comme beaucoup de philosophes l'ont fait dans le passé, voire par exemple les philosophes de la philosophie des Lumières, et en particulier, pour changer d'époque, au XXe siècle, je vous renvoie au magnifique appel au clerc de Lucien Benda, dans et contre, si je puis dire, la trahison des clercs. C'est donc, si vous voulez, en tant que chargé d'une mission de clerc au sens de Lucien Benda, que j'interviens. L'URSS, avec son empire, a bien disparu. Mais ce n'était pas une réalisation du communisme tel que Marx, je dis bien Marx, l'a pensé avec rigueur et profondeur, et c'est à Marx, bien entendu, qu'il faut se référer. D'abord, premier point, sur un simple plan politique, elle n'a correspondu en rien à l'exigence démocratique que le communisme était censé incarner selon lui, à savoir, faites attention à la formule, le mouvement de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité. C'est une formule célèbre de la formule que l'on trouve dans le manifeste du Parti communiste. Et on a bien lu, ou bien entendu, de cette immense majorité, celle des exploités, directs ou indirects, du capitalisme, et non seulement dans son intérêt, ce qui est bien une expression d'une exigence fondamentalement démocratique, bien entendu. Et si la notion de dictature du prolétariat que vous pourriez m'objecter a pu être utilisée, mais rarement par lui, d'une part, elle n'était pas une dictature sur ce prolétariat, où le peuple, et la commune de Paris auront illustré d'une manière parfaite, si vous voulez, comme l'a rappelé Engels après le décès de Marx. Et cette commune, dont Marx a fait l'apologie, donc Engels l'a rappelé, cette commune aura été en fait un extraordinaire et unique exemple à l'échelle de l'histoire d'une démocratie à tous les niveaux, et Marx l'a qualifié d'expérience précisément communiste. On aura compris, je ne développe guère, que le régime de Staline, alors je ne parle pas de Lénine, c'est tout à fait autre chose, mais que le régime de Staline en aura été un contre-exemple, je dis bien un contre-exemple, ou un contresens en acte, je répète, un contresens en acte. Une dictature de Staline, dictature cette fois-ci, sur son parti et sur le peuple tout entier, qui a affecté la vie politique et culturelle dans tous les domaines, dans le domaine des arts aussi, mais aussi dans le domaine de la science biologique, sans compter des victimes, les victimes plutôt de son volontarisme économique dans le cadre du Goulag, victimes extrêmement nombreuses,
Cela dit, avec aussi, il faut le dire honnêtement, des acquis sociaux positifs, mais qui n'excusent en rien le reste. Ensuite, il faut expliquer cet échec. Il est dû à un contresens théorique qu'ont commis les communistes de ce pays, Lénine en tête, figurez-vous, dont peu de spécialistes ont conscience. J'en accepte Raymond Aron, figurez-vous, parfait connaisseur et admirateur de Marx toute sa vie, y compris quand il enseignait au Collège de France, et que trop de marxistes officiels, et donc de communistes français, je le dis, à l'époque, contresens, que beaucoup ont fait également, ils n'avaient pas conscience de cette erreur, bien entendu. Pour Marx, donc, le communisme n'était réalisable, figurez-vous, qu'à partir des conditions économiques du capitalisme développé et de sa majorité de travailleurs liés à la grande industrie. La grande industrie, c'est là une leçon indépassable de son analyse scientifique de l'histoire et du développement de modes de production capitalistes, alors avec laquelle je suis entièrement d'accord, s'agissant du constat, je ne dis pas de sa prévision pour l'avenir, et comme, alors chez lui, comme de son dépassement éventuel. C'est une leçon indépassable de son analyse, donc du dépassement éventuel du capitalisme. Il l'a indiqué, figurez-vous, fortement avant, dès l'idéologie allemande, qu'on oublie à ce niveau-là. Par exemple, quand il dit que le communisme, figurez-vous, ne peut venir, je le cite, ne peut venir de la campagne, mais seulement de la ville. Et l'on retrouve la nécessité d'un développement préalable et fort du capitalisme, affirmé dans d'autres textes théoriques, et en particulier dans sa correspondance tardive avec une communiste russe, Vera Zasulich, date de 1881, un petit peu avant sa mort. Vera Zasulich, communiste russe, qui voulait s'empresser de faire la révolution en Russie sur la base de la structure agricole communale qu'on y trouvait, à savoir le MIR, qui pouvait anticiper une espèce de gestion de type communiste au plan local, sans passer, disait-elle, sous les fourches codines du capitalisme comme donc étape préalable. Figurez-vous qu'il lui répondit avec beaucoup de lucidité et de cohérence qu'une révolution à visée communiste pouvait se déclencher, il était très honnête, dans son pays, mais qu'elle ne pouvait réussir qu'avec l'aide d'une révolution en Occident, qui lui apporterait ce qu'il appelait ses acquis, ou encore ses acquis. Et Engels ajouta même, dans les années 90, après la mort de Marx, que seule une pareille révolution, figurez-vous, pouvait sauver le MIR russe. Ce n'était pas le MIR qui pouvait enclencher un processus révolutionnaire, c'est un processus révolutionnaire dans un pays capitaliste qui pouvait sauver le MIR. Or, cette révolution n'eut pas lieu, ou plutôt, elle fut écrasée dans le sang en Allemagne en 1918 avec la révolution spartakiste, si vous en avez la mémoire. D'où ce qui s'ensuivit, que j'ai décrit. Franchement, c'est là une belle leçon de matérialisme historique, figurez-vous. Et ceux qui parlent de l'histoire politique, spécialement celle qui s'est réclamée à tort du projet communiste et entendent en parler, n'ont aucun droit intellectuel à le faire, je le répète, aucun droit intellectuel à le faire s'ils ne connaissent pas le marxisme de Marx. C'est comme si l'on voulait parler, pour transposer, parler des processus naturels, sans les connaître et les comprendre d'un point de vue scientifique. Eh bien, la même exigence épistémologique que l'on admet dans le domaine de la nature vaut pour les processus historiques. Et je regrette, figurez-vous, l'indigence intellectuelle qui règne massivement dans ce domaine. Elle est indigne de notre intelligence sous les collectives. Troisième point, on aura donc compris que, comme je le dis fréquemment, le communisme n'est pas mort car il n'a jamais vécu. Le communisme n'est pas mort car il n'a jamais vécu. Son contresens ou sa caricature, lui, a vécu et il a répandu
une idée fausse du communisme qui en a abîmé et discrédité l'idée même dans la conscience collective, donc y compris intellectuelle, au point qu'elle ne croit plus en sa possibilité objective. Le communisme aurait disparu dans le néant. Il faut donc revenir à Marx, surtout dans les conditions d'aujourd'hui où tout montre que le capitalisme néolibéral, qui gagne du terrain depuis la chute des pays de l'Est, fait régresser certains pays, il faut le savoir, et là je suis objectif, à un niveau rare, tant du point de vue démocratique que social, voire la Hongrie, la Pologne, l'Italie, gagnée par une extrême droite fascisante, et même la Suède, où la social-démocratie, qui a été une espèce de fleuron du projet socialiste comme étape préalable, est en train de s'en aller. Sans compter la France, où les acquis du Front populaire et du programme du CNR, dû aux communistes et la libération en 1946, et acceptés par le général de Gaulle, ne cessent d'être érodés alors qu'ils ont rénové la France dans un sens progressiste dont nous bénéficions encore. Quatrième point, et c'est pas ma conclusion, mais je m'y approche, quelle ouverture historico-politique permet alors cette mise au point essentielle. Il doit être clair, en premier, que rien ne nous permet d'affirmer donc que le communisme, étant donné le degré du développement capitaliste actuel, doit nécessairement arriver. Ça, on ne peut pas le dire, sauf à verser dans une espèce de nécessitarisme ou de finalisme qui ne convient pas. Et Marx, ici, doit être vigoureusement contredit, parce que son analyse, précisément, de l'histoire du capitalisme, dans un texte en particulier célèbre, que vous trouverez dans l'introduction à la critique de l'économie politique, son analyse doit être, si vous voulez, contredite, je répète, car il en a en quelque sorte tiré un nécessitarisme, donc un fatalisme, qui lui a fait penser que la venue du communisme était nécessaire au sens de fatal, j'ai envie de dire dialectique hegelienne renversée oblige, alors qu'il faut seulement affirmer que celle-ci, l'arrivée du communisme éventuel, est non nécessaire de fait, c'est évident, mais simplement nécessairement possible, sous peine de verser dans l'utopie, aussi généreuse soit-elle. Conclusion, cinquième point. Alors, et là, c'est un jugement normatif que je vais formuler. Ceci étant admis, alors, le communisme est-il souhaitable et même impératif, disons, moralement ou humainement, quelle que soit sa possibilité objective reconnue, et même si quelqu'un comme Marx ne voulait pas parler de morale, s'agissant du communisme, ce qui est le contraire d'un philosophe italien qui s'appelle l'ami de Marx, qui s'appelle Gramsci, et ce qui était aussi le cas de Jaurès. Alors c'est ici que le vrai débat ouvert commence avec l'examen de notre situation contemporaine. Il faut oser répondre oui, en termes de souhait, au regard de ce qui se passe actuellement. Nous sommes en présence d'une mondialisation capitaliste qui impose sa loi aux États-nations, sous différentes formes, pauvreté, mercantilisme, aliénation des zones dans un consumérisme médiocre et inégalement réparti en plus, conflits guerriers, etc., et qui n'a rien à voir avec un internationalisme à la Jaurès, qui était une union nationale des nations, qui supposait l'entente des nations demeurant souveraines politiquement. C'est au contraire d'impérialisme capitaliste supranational qu'il s'agit. Et même aujourd'hui, on entend des dirigeants de droite le dire. Mais tout autant, sinon plus, ce même capitalisme est en train de détruire la planète par son productivisme aveugle et délirant. Et là, tout le monde doit l'admettre. Et la vie en elle, du même coup, est menacée par les dégâts écologiques qu'il provoque. Je ne développe pas. Nous sommes donc en présence d'une catastrophe anthropologique totalement inédite, signalée fortement par de nombreux intellectuels
comme le regretté Lucien Sèvres, Alain Badiou, Tony Anderani, un ou d'autres, et dont, je vous le dis clairement, je fais partie. C'est en ce sens qu'un dépassement du capitalisme doit être opéré. Et du coup, non seulement il s'agit d'un changement de société, mais d'un changement de civilisation, de toutes ces normes concrètes de vie, d'un changement de civilisation. Et ce n'est pas là seulement, de mon point de vue, un idéal moral obligatoire, soumis à la liberté bien entendu des hommes pour son exécution, idéal moral, je l'ai déjà dit, que Marcel-Victor Denis en tant que tel, dans son œuvre de la maturité, ce n'était pas le cas dans son œuvre de jeunesse, mais c'est, de mon point de vue à moi, une nécessité vitale, absolue, vu les catastrophes, la catastrophe à venir que ce capitalisme est en train d'engendrer. Alors, j'ai envie de dire pour terminer, en prenant, disons, un peu parti polémiquement, mais c'est le clerc ici qui parle, tant pis pour ceux qui ne veulent pas entendre ce propos, et bien entendu, ils sont nombreux. Je dirais qu'ils sont complices de cette catastrophe probable à venir si l'on continue comme cela. Merci.